Bonjour à tous, Delphine Martin, donc Global Marketing Manager chez Climalife. Donc, je vais vous rappeler juste le contexte. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter avant tout les enjeux et les principaux changements liés à cette nouvelle réglementation F-Gas 3 relative aux gaz à effet de serre fluorés. Cette F-Gas 3, elle est entrée en vigueur donc le 11 mars dernier. Donc, ensemble, ce matin, nous allons décrypter à la fois les quotas attribués par la Commission européenne pour les HFC, les interdictions totales de mise sur le marché pour certains produits et équipements, mais aussi toutes les nouvelles restrictions ou contraintes pour la réfrigération commerciale, la climatisation et les pompes à chaleur, que ce soit en installation neuve ou en maintenance. Donc, on fera aussi un tour d'horizon des solutions qui sont disponibles pour répondre bien évidemment à tous vos besoins, mais aussi à ceux de vos clients. Pour ce faire, donc j'ai à mes côtés Mohamed Youbi Idrissi, responsable technique chez Honeywell. Bonjour Mohamed. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Emmanuel Danet, donc responsable du support technique chez Climalife. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Delphine, bonjour Mohamed, bonjour à tous et à toutes. Super, je vois qu'une majorité des personnes se sont connectées, donc sans plus tarder, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, la F-Gas 3, elle introduit un calcul spécifique pour obtenir le GWP des mélanges HFC-HFO. Concrètement, les HFC ou les mélanges HFC, comme le 134A, le 404A ou encore le 410, leur GWP reste basé sur le 4e rapport du GIEC, l'AR4. Donc, rien ne change à ce titre-là. Par contre, le calcul du GWP des HFO purs, que ce soit le 1234YF, le 1234ZE ou encore le 1233ZD, le GWP est dorénavant basé sur le 6e rapport du GIEC, l'AR6. Donc, vous comprenez que de ce fait, le calcul du GWP des mélanges HFC-HFO prend en compte l'AR4 et l'AR6 en fonction des substances. Alors, on va prendre l'exemple du 448A. Le 448A, vous avez 5 substances, le R32, le 125, le 1234YF, le 134A et le 1234Z2. Bien, vous pouvez voir que pour le R32, donc on va se baser sur la R4, puisque c'est un HFC. Par contre, pour le 1234YF, on va se baser sur le GWP de l'AR6. Alors, en effet, il va falloir prendre l'habitude de calculer de cette manière-là pour les HFC et les HFO, mais ne vous inquiétez pas, très rapidement, vous connaissez notre application mobile F-Gas Solutions. On est en train de la mettre à jour et vous aurez donc à portée de main l'ensemble des GWP pour les fluides frigorigènes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est clair qu'aujourd'hui, la F-Gas, elle accélère la réduction des quotas de HFC pour une élimination totale en 2050. Alors, je rappelle que les quotas concernent uniquement les HFC. Donc, cette année, comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, nous subissons une baisse très importante des quotas, de plus de 40% par rapport à 2023. Malheureusement, cela va continuer de s'accélérer dans les 5 années à venir. Cette baisse drastique de la mise sur le marché des HFC aura bien évidemment un impact important. On peut voir notamment sur le graphe qu'en 2025, donc l'année prochaine, on aura de nouveau une réduction de plus de 20% et qu'à partir de 2027, on aura encore un gap très important puisqu'on aura une réduction de 50%. Donc, vous comprenez bien que si le marché aujourd'hui ne bascule pas rapidement vers des solutions à très faible GWP, le risque de pénurie des HFC sera inévitable. Je vous rappelle aussi que les molécules HFO ne sont pas incluses dans les quotas. Idem
pour les produits de régénération, ils restent aussi hors quota. Donc, des solutions existent pour faire face à cette réduction drastique, mais aussi pour prendre en considération les interdictions à venir de cette nouvelle F-Gaz 3. Et pour ça, je vais laisser la parole donc à Pierre-Emmanuel qui va vous faire un tour d'horizon. Merci Delphine. Donc, comme vous le savez, les HFC sont des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement planétaire parmi tant d'autres sources d'émissions. Pourquoi ils sont couverts par une réglementation appelée la F-Gaz qui intègre un certain nombre de contraintes et de règles à respecter. La F-Gaz couvre de nombreux chapitres. On retrouve le confinement des installations, le contrôle d'étanchéité, la formation, la certification, restrictions d'utilisation, etc., etc. Alors, avant de rentrer dans les détails de la F-Gaz, je veux juste rappeler qu'il est très important de noter que dès 2027, la Commission prendra connaissance de rapports d'évaluation pour suivre l'évolution des mesures prises et faire évoluer la F-Gaz, qui devra être, elle, révisée en 2040. Ces réunions auront lieu tous les 3 ans et pourront modifier ou amender les textes existants si nécessaire. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui affiché peut très bien évoluer dans les années à venir. Alors, pour revenir sur la réglementation, le premier point de cette réglementation est le calendrier de réduction de production, avec une mise sous quota dont Delphine a parlé, afin de limiter la quantité d'HFC mis sur le marché. Donc les HFO ne sont pas soumis au quota, ça c'est vraiment aussi important de le noter. Et dans un deuxième temps, on va regarder ensemble les interdictions par application et type d'équipement. Pour ce qui est des quotas, on voit sur ce calendrier que les droits de production vont diminuer de façon vraiment importante dans les 5 années à venir. On passera approximativement de 56 millions de tonnes équivalent CO2 en 2024 à un peu plus de 9 millions de tonnes en 2030 pour arriver à 4,2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2048. Donc sur les 5 ans à venir, on va perdre environ 47 millions de tonnes équivalent CO2 en quantité de fluide neuf. C'est quand même extrêmement important. Donc ça va impliquer quoi? Ça va impliquer tout simplement qu'il faut que toute la profession gère ses consommations de fluide neuf afin de disposer de quantités suffisantes. Ça, c'est le premier point, pour continuer à produire du froid pour nos installations de réfrigération et de climatisation. Et pour pouvoir le faire, il est évident, comme le disait Delphine, qu'il faut utiliser des fluides à très faible GWP. C'est le premier enjeu en fait impliqué par la F-Gaz. Le deuxième point de la F-Gaz concerne les interdictions. Donc là, si vous regardez en haut à gauche de l'écran, on a depuis le 1er janvier 2022 l'obligation de ne plus utiliser des fluides supérieurs à 150 en GWP en installation neuve de réfrigération centralisée supérieure à 40 kW. Seuls les fluides inférieurs à 1500 sont autorisés aussi dans le circuit primaire des cascades. Donc ce point existait déjà dans la F-Gaz 2014. Maintenant, on va aborder les nouveaux points de la F-Gaz 3. Donc on voit que dès le 1er janvier 2025 seront interdits pour la maintenance des installations de réfrigération fixe tous les fluides à GWP supérieurs à 2500. Donc hors équipement militaire et hors équipement destiné à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à -50. Mais au-delà de cette exemption, l'interdiction s'applique à tous les systèmes. À cette même date, il sera obligatoire d'utiliser un fluide avec un GWP inférieur à 150 pour tous les équipements de réfrigération autonomes neufs, y compris ceux à usage commercial. Ensuite, on a une nouvelle catégorie qui apparaît dans cette F-Gaz, qui est celle des refroidisseurs liquides, qu'on appelle en général les chillers. Et on voit que dès le 1er janvier 2027, on va avoir l'obligation d'utiliser des fluides à moins de 150 en GWP pour les chillers qui ont une puissance inférieure ou égale à 12 kW. Et en parallèle, on aura l'obligation d'utiliser des fluides à moins de 750 en GWP pour les chillers qui ont une puissance supérieure à 12 kW. Ensuite, on voit qu'au 1er janvier 2030, on a l'obligation pour tous les équipements de réfrigération d'utiliser des fluides à GWP inférieurs à 150 pour toutes les installations de réfrigération fixe. Donc là, on est sur un terme qui arrive très vite, puisque 2030, c'est dans 5 ans. Et enfin, au 1er janvier 2032, on a 2 points à considérer. On ne pourra plus utiliser de fluide vierge avec un GWP supérieur à 750 pour la maintenance des équipements de réfrigération fixe, donc plus droit au fluide neuf supérieur à 750 pour la maintenance, sauf les exemptions que vous pouvez lire directement. Et il n'y aura plus aucune autorisation d'utiliser des gaz à effet de serre fluorés, inclus les HFO, pour les chillers inférieurs ou égales à 12 kW, sauf exigence de sécurité. Donc, comme je disais tout à l'heure, je rappelle quand même que dès 2027, la Commission étudiera des rapports d'évaluation tous les 3 ans, avant la révision de la F-Gaz en 2040. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Alors, ce qu'on peut retenir de ce premier graphique, c'est que les solutions à moins de 150 sont la norme à atteindre le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment le point primordial. Alors maintenant que nous avons vu les contraintes, je dirais, réglementaires, quelles solutions pouvons-nous vous proposer pour pouvoir répondre à ces exigences?
Donc, on va commencer par la réfrigération fixe et on va prendre l'exemple de la GMS. On retrouve bien sûr pour la maintenance en remplacement du 404 et du 134, eh bien, le 448 et le 513 qui sont bien connus déjà depuis 10 ans, hein, que tout le monde utilise couramment. Mais les enjeux se jouent réellement sur les installations neuves. Donc là, on a des solutions qui seront légèrement différentes selon la superficie du magasin en question. Pour les moins de 2000 m², on aura pour le froid positif le 471A en installation centralisée à détente directe ou en refroidisseur de liquide. On aura le 1234ZE en refroidisseur de liquide, le 455A en détente directe en groupe de condensation semi-distribué, le CO2 en détente directe et du propane en groupe hermétique. Donc là, on a 5 solutions possibles. Et pour le froid négatif, on aura le 455A, le CO2 et le propane. Pour les surfaces plus importantes au-delà de 2000 m², nous avons des solutions qui couvrent le froid négatif et le froid positif comme le booster CO2, la cascade 471 ou 515B CO2 et le 455A en chiller. On peut aussi avoir pour le froid positif le 471A en système centralisé, le 1234ZE en chiller avec un caloporteur en boucle secondaire et le 455A en groupe de condensation semi-distribué pour le négatif. Donc on sait que chaque fluide apportera une solution technique, mais ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il faut sélectionner le fluide en fonction de sa simplicité de mise en œuvre, ça c'est l'aspect technique. En fonction de la sécurité liée aussi à la catégorie du fluide en termes d'inflammabilité de pression, c'est un facteur qui est important. Du coup de sa mise en œuvre aussi, c'est pas négligeable. Et enfin de son efficacité énergétique. Donc on va regarder ensuite des solutions qu'on peut avoir pour les petits commerces. Donc pour aller relativement rapidement sur les solutions, on retrouve les mêmes solutions qu'en GMS au global, avec en plus, pour le froid positif, le HFO 1, 2, 3, 4 YF qui arrive dans les petits systèmes hermétiques avec des compresseurs hermétiques. Donc on peut constater au vu de ces deux tableaux qu'on a environ 6 fluides avec un GWP inférieur à 150 pour répondre à l'ensemble des besoins. Et le choix se fera vraiment en fonction des critères de sécurité, fluide inflammable, non inflammable, du prix de l'installation selon qu'on utilise un fluide adapté aux installations traditionnelles avec des technologies connues ou qu'on fait un choix d'installation super optimisée mais avec des coûts technologiques plus importants et éventuellement un manque de techniciens sachant les piloter. À ce sujet, je tiens juste à citer une étude d'Emerson qui estime qu'une installation au CO2 coûtera 30% plus cher qu'une solution HFC-HFO pour les magasins de plus de 2500 m², 40% plus cher pour les magasins inférieurs à 2500 m² et 50% plus cher pour les commerces de moins de 1500 m². Ça, c'est quand même aussi un critère important dans le choix des solutions. Et bien entendu, l'autre aspect qui est extrêmement important à considérer, c'est l'aspect environnemental. Il ne faut pas oublier que la F-gaz vise à réduire le réchauffement climatique, donc le choix du fluide doit se porter sur celui qui apporte la meilleure efficacité énergétique pour éviter au final un impact carbone négatif sur l'usage à long terme. Donc il faut vraiment prendre tous ces critères en considération, le prix, la mise en œuvre, la technicité et l'empreinte carbone qui va être émise par l'installation durant toute sa durée de vie. Merci Pierre-Emmanuel. Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être présenté, voici ici un tableau qui va récapituler les solutions potentielles avec une segmentation selon la surface de vente dans la grande distribution. Donc, depuis des très petites surfaces de quelques dizaines de mètres carrés ou quelques centaines jusqu'au hypermarché avec des grandes surfaces supérieures à 2000 m². Et là, ici, vous avez trois grandes solutions, trois molécules, trois frigorigènes qui vont couvrir tous vos besoins, quelle que soit la taille de point de vente. Donc, par exemple, le R455A, donc un fluide frigorigène bas GWP inférieur à 150, peut être utilisé à la fois en froid positif et en froid négatif, dans des groupes de condensation, dans des petites centrales frigorifiques pour les petites surfaces. Il peut être utilisé également pour le froid positif et négatif dans les systèmes semi-centralisés et aussi pour les centrales à détente directe ou en boucle d'eau avec des chillers pour les très grandes surfaces, et on verra quelques exemples de réalisation un petit peu après. Le R471A, un fluide A1 aussi dont le GWP est inférieur à 150, il peut être utilisé notamment pour le froid positif,
dans des groupes de condensation, dans des centrales frigorifiques avec détente directe pour couvrir les petites et moyennes surfaces, et encore sur les centrales ou les chillers pour faire de la boucle d'eau ou en détente directe si on le souhaite. Idem pour le Z2 qui couvre quasiment les mêmes besoins. Alors parlons-en maintenant de quelques exemples de réalisation dans la grande distribution, et on va commencer avec un magasin de proximité sur la commune de Moissac qui a opté pour la solution R455A, à la fois pour alimenter les chambres froides positives et négatives. Et vous voyez ici le témoignage du responsable de magasin de l'enseigne Leclerc, qui est tout à fait ravi avec ce choix parce que ça répond tout simplement à ses besoins en termes d'optimisation de coûts, mais également en termes de réduction d'impact environnemental. Et alors, regardons maintenant en chiffres, qu'est-ce que ça donne cette double optimisation des coûts et d'impact environnemental avec le tableau que vous voyez ici à l'écran et qui fait une projection en comparant deux solutions, la solution qui a été retenue avec le R455A et en face une solution alternative au CO2 booster, bien sûr pour les mêmes besoin. La simulation de l'éco-efficacité qui est faite ici est faite sur une durée de 10 ans en comparant tous les postes, l'investissement, le CAPEX, l'OPEX, et dans l'OPEX, bien sûr, on intègre bien entendu la consommation énergétique, mais également la recharge des fluides et la maintenance. L'hypothèse qui a été faite en termes d'électricité ici, c'est une actualisation des prix de l'énergie de 8% par an. Et on voit dans le tableau que déjà en termes d'investissement, la solution R455A est moins chère. Il y a une différence de DKE environ. Et là, ça représente à peu près 16% par rapport à la solution de CO2. Et l'économie totale ici, il a été calculé à 70 KE sur la durée de 10 ans, et les 60 KE en plus des 10 KE de l'investissement viennent tout simplement de la consommation d'énergie qui est moindre, et donc ça permet cette économie. Maintenant, sur le plan des émissions de CO2, vous voyez à l'écran que la détente directe avec le CO2 totalise, avec les effets directs et les effets indirects, les effets directs liés à la fuite en fluide frigorigène et les effets indirects liés à la consommation d'énergie. Donc la première solution totalise 25 tonnes équivalent CO2, alors que la solution choisie au R455, ben, il est moins émettrice de CO2, on est à 22 tonnes seulement. Donc ici, on a un exemple concret qui montre l'intérêt de l'utilisation de ce fluide pour le froid positif et le froid négatif pour un format express, magasin de proximité, à la fois une performance énergétique et une performance environnementale, plus une grande économie financière. Et donc, si on projette sur une durée un petit peu plus longue de 20 ans, on voit que l'économie réalisée peut atteindre 82 KE, ce qui permet de payer l'investissement de départ largement. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va aller vers la grande surface, donc dans un hypermarché, et celui-là, il est très récent parce qu'il a ouvert ses portes le mois dernier en Corse. Donc un hypermarché de chez Eperu de 4200 mètres carrés. C'est un remodeling parce que les installations d'avant fonctionnaient au R404A et le gérant du magasin a fait le choix de tout changer pour opter pour des solutions pérennes et des alternatives intéressantes.
Et donc, après comparaison de plusieurs solutions, le choix s'est arrêté finalement sur le R455A pour le froid positif et le froid négatif. 3 centrales ont été installées, 2 centrales pour alimenter les besoins en froid positif avec un chiller, donc une boucle d'eau, pour les meubles frigorifiques de vente positifs et pour les chambres froides positives. Et puis une centrale négative de 60 kW environ, à moins 30, pour alimenter à la fois les meubles frigorifiques négatives et la chambre négative également. Vous voyez ici la charge totale en R455A pour ce grand magasin qui est de l'ordre de 431 kg, je dirais 431 kg seulement, ce qui est relativement peu pour un hypermarché, et cela s'explique par le choix de la boucle d'eau pour le positif qui a été choisi, ce qui permet de confiner toute la charge dans la salle de machine et de réduire la quantité de fluide globale dans le magasin. Alors, on a vu un magasin de proximité, on a vu un hypermarché. La solution R455A convient également pour les toutes petites chambres froides. Ici, c'est un exemple de Croquandise qui s'est équipé d'un groupe de condensation avec le R455A pour sa chambre négative qui faisait 12 mètres cubes, donc une petite chambre froide. Elle est tout à fait ravi avec une solution à très faible GWP, avec une meilleure efficacité énergétique et surtout un risque maîtrisé par rapport à une solution alternative qui aurait pu être installée à base d'hydrocarbures. Alors, toujours dans les exemples de réalisation et pour couvrir encore un autre secteur, cette fois-ci celui de la restauration et de commerce, donc la restauration hors foyer, et de petits commerces. Là, ici, on a beaucoup d'exemples. On a choisi de vous présenter ici 3 seulement. On va commencer par celui de Tornus Équipement, le leader français de la cuisine professionnelle, qui a fait le choix également de basculer au R455A pour l'ensemble de sa gamme de production. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plus de 5000 installations qui sont mises sur le marché, tous au R455A. Et ceci a été fait après une étude de risque selon l'AEN 378 et qui a montré que le risque est minimum en espace public avec ce réfrigérant. Un deuxième exemple, celui de Vaucanson, un fabricant de matériel, de matériel, des présentoirs par exemple, qu'on trouve dans les cantines, qu'on trouve en restauration hors foyer, et qui également a fait le choix de basculer R455A en remplacement de R452A. Et donc, ce changement a nécessité peu d'investissement parce qu'on est sur des profils de température qui sont très similaires. Et cerise sur le gâteau, j'ose dire, la performance énergétique a été plus élevée, ce qui permet d'avoir des économies d'énergie pour l'utilisateur final. Et puis enfin, Engel, qui est un fabricant premium des surgélateurs, des refroidisseurs rapides pour la préservation, pour la fermentation contrôlée dans les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie, a lui aussi fait le choix de basculer du R404A vers le R455A sur toute sa gamme de produits. Et là encore, l'investissement pour cette bascule a été relativement optimisé pour avoir des résultats tout à fait excellents en termes d'efficacité énergétique, en termes de coût, en termes de sécurité et en termes d'impact environnemental. Donc, vous voyez, dans l'ensemble de ces présentations, vous voyez que la sécurité maximale et la performance avec le coût bas de possession, le coût total, le TCO, Total Cost of Ownership ou le coût total de possession, était relativement optimisé, ce qui a permis d'avoir cette bascule tout à fait possible et honorable. Merci Mohamed pour ces beaux exemples de réalisation.
On a vu les solutions pour la réfrigération commerciale, donc maintenant on va regarder ensemble ce qu'il en est pour la réfrigération industrielle. Donc une fois encore, pour la reconversion, on retrouve le 513A et le 448A, qui sont vraiment les flux classiques. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça c'est très important, c'est que sur ces solutions-là, en maintenance d'installation existante, il faut penser à utiliser les fluides régénérés et comment dirais-je, recycler pour éviter de consommer du quota. Hein. Ça, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit qu'on a la possibilité d'utiliser ces solutions-là. Et puis, on voit sur les installations neuves que pour le froid positif, que ce soit en chiller, en installation noyée ou détente directe, on a un choix extrêmement simple, puisqu'on a le HFO 1, 2, 3, 4 ZE, qui est le fluide qui fait l'unanimité sur toutes les technologies applicables. On a aussi en détente directe la possibilité du 471A. Et on a pour le froid négatif, on retrouve le 290, l'ammoniac et le CO2 sur l'acide de sédiment des chillers, l'ammoniac et le CO2 sur les installations noyées, et le 455A en détente directe. Donc on a là aussi 3 ou 4 fluides qui nous permettent de couvrir l'ensemble des besoins par rapport à ces applications. Sur la partie entreposage, on va avoir aussi des choix relativement simples, puisqu'on voit que ce qu'on soit dans des entrepôts de 10 000 à plus de 100 000 m3, on peut être en détente directe ou en froid indirect selon la superficie, le volume de l'entrepôt. Et dans tous les cas, en froid positif, on va avoir en détente directe le 1234ZE ou le 471A, dont on a déjà parlé. Sur la partie froid indirect, pour les très gros volumes, on va avoir le 1234ZE avec, donc en chiller avec une boucle d'eau ou une boucle d'eau glycolée sur la partie distribution de froid dans les frigorifères. Et puis sur le froid négatif, on va avoir sur les segments de petits volumes à moyen volume le 455A, qui est un produit tout à fait applicable dans ce type d'équipement. Et on va avoir aussi la possibilité d'avoir les micro-cascades 1234ZE ou 515B avec le CO2 en froid négatif sur les plus gros volumes et les moyens volumes d'entreposage. Donc là, on voit très clairement qu'on a, pareil, 2 ou 3, enfin 4 fluides qui nous permettent de couvrir l'ensemble des besoins dans ces applications-là, sur toutes les capacités, sur toutes les puissances frigorifiques nécessaires, en régime négatif ou positif. Merci Pierre-Emmanuel. On va maintenant présenter quelques études et quelques réalisations en froid industriel. 3 exemples. On va commencer par celui de la maison Picot, qui a investi dans une nouvelle installation de froid à faible impact environnemental. La beauté de ce projet est double. D'abord, parce que il a été choisi une combinaison, je dirais, gagnante entre un fluide à faible GWP, ultra faible GWP, comme le 1234 Z2, et une boucle d'eau avec un frigoporteur biosourcé qui est le Greenway. Et le deuxième point, c'est la récupération de chaleur qui a été faite également sur cette installation et qui a permis de couvrir tous les besoins en chaleur du process pour ce site industriel. Deuxième cas de figure, ici vous avez une réalisation sur une plateforme. On est en Espagne avec la société GIPA qui a opté pour le R455A comme solution éco-efficace pour la nouvelle plateforme de son client, le groupe Olano. Et ici, la particularité de cette installation, c'est que la classification des locaux et l'emplacement du système n'ont pas été restreints pour limiter la charge, ce qui a permis d'avoir une seule centrale frigorifique en détente directe avec 800 kg de R455A pour produire du froid positif sur les quais de marchandises, sur les chambres froides que présentait la plateforme ici. Et puis, une troisième réalisation,
Cette fois-ci, on est dans un entrepôt en froid positif. L'entrepôt Arnaud en Savoie, qui a équipé des refroidisseurs de liquide chargés au R455A. Donc, en l'occurrence ici, c'est 3 groupes carrossés de chez AF Énergie qui ont permis le refroidissement de 2 chambres froides positives, un quai d'expédition d'environ 900 mètres carrés, et puis maintenir la condensation sur un groupe au CO2 pour les besoins du froid négatif de cet entrepôt. Et vous voyez ici le témoignage de Gilles Caron, le dirigeant de AF Énergie, qui nous rappelle que cette famille de fluides permet de traiter des puissances entre 100 et 200 kW facilement et avec des technologies abordables. Merci beaucoup, Mohamed. Voyons maintenant quelles sont les restrictions, interdictions à venir pour la clim et la PAC. Et donc, Pierre-Emmanuel va nous éclairer sur ce point, quoi. Oui, Delphine. Effectivement, on a balayé tout ce qui concerne la réfrigération. Donc maintenant, on va rentrer dans le secteur du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur fixe. Donc sur cet écran, on voit que dès le 1er janvier 2025, il sera interdit d'utiliser des fluides vierges à GWP supérieur à 2500 pour la maintenance des installations et le conditionnement d'air. Et à partir du 1er janvier 2027, il sera obligatoire d'utiliser un fluide à GWP inférieur à 150 pour tous les climatiseurs autonomes prêts à brancher de moins de 12 kW, pour les climatiseurs monoblocs, ainsi que pour tous les autres équipements autonomes et les pompes à chaleur jusqu'à 50 kW. L'échéance suivante, c'est le 1er janvier 2030, où on voit qu'on devra avoir un GWP inférieur à 150 pour tous les équipements autonomes et les pompes à chaleur, sauf exigences de sécurité. Ces exigences de sécurité restent à définir. Au 1er janvier 2032, enfin, tous les gaz à effet de serre fluorés seront interdits pour les équipements monoblocs, les packs autonomes et les packs de moins de 12 kW. On va regarder ensuite le segment des splits. Donc sur le segment du conditionnement d'air avec les splits et les refroidisseurs de liquide, au 1er janvier 2025 seront interdits les fluides GWP de plus de 150 pour les monosplits de moins de 3 kg de charge uniquement. On a toujours l'interdiction d'utiliser des fluides vierges à GWP supérieur à 2500 pour la maintenance des installations et du conditionnement d'air, mais ceci à partir du 1er janvier 2026. Et dès le 1er janvier 2027, il sera obligatoire d'utiliser un fluide avec un GWP inférieur à 150 pour tous les splits et pour les chillers jusqu'à 12 kW. Et on aura l'obligation d'utiliser des fluides avec un GWP inférieur à 750 pour les chillers de plus de 12 kW, toujours sauf exigence de sécurité. L'étape suivante se situe au 1er janvier 2029, où apparaît l'obligation d'utiliser des fluides à GWP inférieur à 150 pour tous les splits RR, et l'obligation d'utiliser des fluides à GWP inférieur à 750 pour les splits de plus de 12 kW, avec toujours l'exemption, exigence de sécurité. On continue, on arrive au 1er janvier 2032, où là, les fluides à GWP inférieur à 150 deviennent obligatoires pour tous les splits de plus de 12 kW et pour tous les chillers, sauf exigence de sécurité. Et pour finir, au 1er janvier 2035, tous les gaz à effet de serre fluorés seront interdits pour le split jusqu'à 12 kW. Après le 1er janvier 2032, les fluides régénérés ou recyclés restent autorisés pour l'entretien et la maintenance si le GWP de ces fluides est inférieur à 2500. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie conditionnement d'air, pompe à chaleur pour l'aspect interdiction en installation neuve ou obligation par rapport au GWP. Donc par rapport à ces interdictions, on va faire comme pour le froid, on va regarder ensemble quelles sont les solutions qu'on peut apporter en fonction des applications. Donc la première application, c'est ce qu'on appelle les refroidisseurs de liquide, les chillers. Donc selon la typologie de compresseur, que ce soit centrifuge, vis mini-centrifuge ou scroll, on avait des fluides qui étaient utilisés, qui pouvaient être le 134A dans les deux premiers cas, le 410A dans le dernier cas. Et selon que l'installation soit en intérieur ou en extérieur, on va trouver des solutions de remplacement en transition à long terme. Donc, pour remplacer le 134 dans les centrifuges, on a le 1233ZD. Pour remplacer le 134 dans les vis ou les mini-centrifuges, on a le 513A en transition. Et en définitif, on a le 1234ZE pour les installations en extérieur. Et le 515B, très intéressant pour les installations en intérieur, qui a les performances 1234ZE. Et pour les installations qui étaient en scroll 410A, on a le 454B en transition ou 515B. Et on a toujours en solution définitive le 1234ZE et le 515B, donc en installation intérieure. Ça, c'est sur la partie de chiller. On va voir sur le slide suivant
la partie qui concerne les rooftops, la climatisation RR, les packs aéros et les VRF. Donc pareil, on a une typologie de compresseurs qui peuvent être des scrolls dans certains cas et des rotatifs et scrolls dans d'autres. Toutes ces solutions-là étaient au 410A hier. On va voir qu'en transition, on aura soit du 454B ou du 32 selon que l'installation soit en intérieur ou en extérieur. Et on va avoir en solution long terme le 454C et le 455A. Donc là aussi, on voit qu'en fait, on va vers des solutions assez simples qui sont en termes de quantité relativement réduites. Donc on a les fluides, on a les solutions pour pouvoir travailler sur ces applications-là en toute sérénité avec des produits à moins de 150 en GWP. Merci Pierre-Emmanuel. Donc là, encore une fois, dans le domaine du confort, voici quelques exemples qui montrent la disponibilité des fluides bas et ultra bas GWP dans différentes applications. On va vous présenter 3 exemples et je vais commencer par ce beau exemple, celui de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Tour Eiffel est passée au 1234 Z2 depuis 2022. En effet, le pilier ouest de la Tour Eiffel avait besoin de renouveler son équipement en matière de production de glacés. Auparavant, ils utilisaient un groupe TRAN pour l'ensemble de ses besoins OR 407C. Et le choix a été fait après réflexion finalement de splitter ce besoin en 3 petits groupes de 40 kW chacun, fonctionnant au 1234 Z2. Le COP de la machine finalement était de l'ordre de 6, ce qui est extrêmement intéressant. Et vous voyez ici encore le témoignage de l'utilisateur qui trouve cette solution simple, efficace et pérenne dans le temps. Un deuxième exemple, cette fois-ci avec de la climatisation industrielle de la société CUT, qui a fait le choix du remplacement de l'ancien fluide 227 EA. Alors ici, on est dans le domaine de la sidérurgie, avec des conditions d'utilisation relativement particulières. Vous voyez ici que la température de condensation, par exemple, est de l'ordre de 80 degrés. Donc, sur cette application-là, ce fluide qui est le 227 EA a été utilisé, mais les restrictions de l'AF-gaz, parce que c'est un fluide HWP supérieur à 2500, ont fait que fallu trouver une solution alternative. Et là, la solution qui a été choisie, c'est celle de l'utilisation de R515B, que vous voyez ici. C'est un fluide qui offre des conditions d'usage tout à fait semblables en termes de la charge en fluide frigorigène, en termes de la technologie de compression. On est sur un compresseur Bitzer semi-hermétique, la même température de condensation, presque la même température d'évaporation. Mais la bonne surprise, je dirais, c'est la puissance électrique, donc la consommation d'énergie, qui est passée pour une production de froid de 3 kW de 8,5 kW à 5,5 kW, ce qui représente environ 30 à 40% de réduction de consommation d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Et puis encore un autre exemple, cette fois-ci de la pompe à chaleur intégrée. Donc ici, on a un exemple d'un hôpital dans le sud de l'Europe, à Malte, plus exactement, un hôpital qui a ouvert en 2007 avec une surface de 250 mètres carrés, 825 lits, 25 salles d'opération, donc un gros hôpital. Et là, les installations existantes depuis 2007 sont devenues vieillissantes et il a fallu améliorer et proposer une solution alternative, notamment pour les installations CVC. Et donc la solution qui a été choisie, c'est l'installation d'une pompe à chaleur intégrée au Z2, qui a permis l'alimentation en eau chaude sanitaire, la déshumidification et le chauffage des locaux.
En résultat, vous voyez ici, donc cette solution-là, par rapport à une chaudière traditionnelle, a permis de réduire la dépendance en fuel avec une réduction de 1 million de litres, ce qui représente 2700 millions de tonnes équivalent CO2 par an, ce qui n'est pas négligeable. En plus de ça, il y avait une économie d'énergie, donc une réduction de la consommation d'énergie de 58%. Et puis, en plus de ces économies en termes de fuel et en termes de consommation d'énergie, la qualité de l'air a été améliorée. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces exemples montrent que des solutions à ultra bas GWP et bas GWP inférieur à 150 existent, des réalisations existent, des solutions existent, à vous de choisir. Merci beaucoup, Mohamed. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des solutions et les restrictions, interdictions dans le domaine de la réfrigération et de la clim, Pierre-Emmanuel va revenir plus exactement sur la maintenance, qu'est-ce qu'on peut faire, mais aussi qu'est-ce qu'il en est au niveau de la détection de fuite, de la certification et de la formation. Tout à fait, Delphine. Donc effectivement, on va regarder maintenant ce qu'il en est sur la maintenance avec l'utilisation de fluides vierges ou de fluides régénérés recyclés. D'ailleurs, au sujet des fluides régénérés recyclés, il y a une petite différenciation à faire entre régénéré et recyclé, puisque le régénéré est un fluide qui peut être réutilisé, quel que soit le site, sur toutes les installations que l'on souhaite. Le recyclé ne peut être réutilisé que par l'entreprise qui l'a récupéré ou pour l'entreprise pour laquelle la récupération a été faite. Donc c'est une différenciation qui a quand même son importance. Donc pour ce qui concerne les fluides vierges, sur la partie réfrigération, on n'a plus le droit d'utiliser des fluides supérieurs à 2500 à partir du 1er janvier 2025 pour les équipements pour la maintenance des équipements, sauf les exemptions que vous pouvez lire à l'écran. Et puis, on n'aura plus le droit d'utiliser des fluides supérieurs à 750 à partir du 1er janvier 2032, donc pour la maintenance de ces équipements. Sur la partie climatisation et pompe à chaleur, c'est un petit peu différent, puisqu'on a une date pour les fluides supérieurs à 2500 qui est au 1er janvier 2026, donc un an après, on va dire, le métier de la réfrigération. Sur les fluides recyclés et régénérés, l'interdiction intervient au 1er janvier 2030 sur la partie réfrigération, avec, pareil, une interdiction d'utiliser des fluides recyclés ou régénérés qui auraient un GWP supérieur à 2500. Elle intervient au 1er janvier 2032 pour la partie climatisation. En revanche, aucune date d'interdiction si le fluide a un GWP inférieur à 2500 n'est établie, donc on peut continuer à maintenir des installations en service avec des fluides inférieurs à 2500, régénérés ou recyclés. Sur la partie détection de fuite, là on a une nouveauté, c'est qu'on a deux familles de fluides qui sont intégrées dans la F-Gas de 2024 par rapport à la F-Gas de 2014. Donc on a la famille des HFC et des mélanges à base de HFC et la famille des HFO. Donc pour les fluides HFC ou les mélanges à base de HFC, on retrouve exactement ce qui était dans la F-Gas de 2014. Des contrôles d'étanchéité sont effectués selon la charge de l'installation en tonnes équivalent CO2. Donc de 5 à 50 tonnes CO2, on a une fréquence de détection de 12 mois obligatoire, donc un contrôle d'étanchéité une fois par année. Et on peut avoir un délai supplémentaire avec un contrôle tous les 24 mois uniquement si on est à une installation qui est équipée d'un système de détection de fuite indirecte, style Polarbox ou des choses comme ça. Pour les installations de 50 tonnes à 500 tonnes équivalent CO2, on a une fréquence qui est plus faible que pour la catégorie précédente, puisqu'on va être obligé d'aller faire le contrôle des fuites tous les 6 mois si on n'a pas de système de détection de fuite intégré, ou tous les 12 mois si on a un système de détection de fuite indirect. Mais pour les charges supérieures à 500 tonnes équivalent CO2, là on est un petit peu différent. Il faut savoir que le système de détection de fuite par mesure indirecte est obligatoire. Donc dans ce cas-là, on a une fréquence de détection de fuite à effectuer tous les 6 mois. Mais on peut avoir des dérogations dans le cadre d'installations qui ne permettraient pas d'avoir cet équipement. Et si l'installation ne permet pas d'avoir un système de détection de fuite indirecte, on a une obligation de contrôle des fuites tous les 3 mois. Donc ne sont pas concernés les équipements hermétiquement scellés inférieurs à 10 tonnes équivalent CO2 ou inférieurs à 3 kg installés dans des bâtiments résidentiels. Et cette obligation de contrôle s'appliquera aussi dès le 12 mars 2027 aux différents équipements que vous pouvez lire directement sur le slide, qui sont assez nombreux. Bon, c'est globalement des équipements de réfrigération mobile. On a aussi une partie, je l'ai dit en fait, la particularité des 3 mois, c'est que si on ne peut pas mettre de système de détection de fuite indirecte, on a une fréquence obligatoire de détection à 3 mois sur les installations de plus de 500 tonnes équivalent CO2. Sur la partie HFO, on a le même schéma en fait de détection avec les mêmes fréquences de détection.
Simplement, au lieu de travailler en tonnes équivalent CO2, on travaille en kilogrammes net de charge. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que les GWP des HFO sont tellement faibles que si on avait dû les mettre en tonnes équivalent CO2, ça ferait des nombres à 6 ou 7 chiffres. Donc les pouvoirs publics ont décidé de travailler en kilo net. Donc on voit que de 1 à 10 kg, on va faire un contrôle d'étanchéité tous les 12 mois, tous les 24 mois si j'ai un système de détection indirecte. De 10 à 100 kg, c'est tous les 6 mois ou les 12 mois. Et pour les charges supérieures à 100 kg, c'est tous les 3 ou 6 mois. Les systèmes de détection de fuite doivent être contrôlés au moins une fois tous les 12 mois pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Et puis, un dernier point important qu'il faut savoir en termes de contrôle de fuite, c'est que dans le cas où une réparation de fuite a été nécessaire sur une installation, il faut effectuer la réparation et vérifier que la fuite est éliminée. Ça, c'est forcément la base, c'est le premier point. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est obligatoire, après la réparation de la fuite et le contrôle d'étanchéité, de revenir faire un contrôle d'étanchéité entre 24 heures minimum et 30 jours maximum après la réparation. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant établi et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous serez obligé de faire une révision, enfin un retour sur l'installation pour faire un contrôle de fuite après réparation. Sur l'aspect certification, donc pour la personne morale, donc l'entreprise, rien ne change par rapport au règlement de 2014, les attestations de capacité restent valables. En revanche, ce qui change, c'est pour le technicien. Donc la personne physique, là, il y a un changement important. Les attestations d'aptitude ne sont plus valables à vie. Les attestations répondant aux exigences de la FGAS 2014, elles restent valides, mais au plus tard, le 12 mars 2029, les personnes qui sont attestées selon la FGAS 2014 ou celles qui n'ont pas encore d'attestation devront participer à des cours de remise à niveau ou devront passer une évaluation, et ceci au moins tous les 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi nouveau. On n'a plus une attestation d'aptitude à vie, on a un besoin de recyclage, on va dire, tous les 7 ans qui est imposé par la réglementation. Et pour pouvoir se faire, au niveau de ces cours de remise à niveau, il va falloir établir les formations. Donc la formation, elle va être obligatoire sur tous les fluides, et ça, c'est vraiment aussi important. Les fluides concernés par la formation sont les HFC, les HFO, les hydrocarbures et l'ammoniac, ça devient obligatoire donc, dans les programmes de formation. La Commission européenne établira les prescriptions pour les programmes de certification ou d'attestation de formation avant le 12 mars 2026. Et les États membres, eux, veilleront à ce que les personnes physiques certifiées soient tenues de participer à des cours de remise à niveau ou passent une évaluation au moins tous les 7 ans. Donc ça, c'est les nouveautés en termes de formation. L'objectif est vraiment que les techniciens maîtrisent à la fois les différentes technologies de fluide par rapport aux aspects, on va dire, sécurité environnementale, et qu'on soit totalement opérationnel pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Merci Pierre-Emmanuel. Comme on a pu le voir tout au long de cette présentation, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment important d'anticiper dès maintenant à la fois les restrictions, les interdictions à venir, mais aussi de bien prendre conscience de la baisse drastique des HFC pour les années à venir. On l'a vu, plusieurs technologies existent pour répondre à vos besoins. Les HFO et les mélanges HFO restent autorisés sans limite dans les équipements de réfrigération et de climatisation au minimum jusqu'en 2050, à l'exception donc du froid domestique en 2026 et des chillers de petite puissance inférieurs à 12 kW en 2032, à l'exception aussi des plugins, monoblocs, système autonome et split system inférieurs à 12 kW pour tout ce qui concerne la climatisation et les pompes à chaleur. On voit bien que la récupération et la régénération des fluides frigorigènes devient un pilier vraiment très très important pour le futur et surtout, je dirais, indispensable si on veut pérenniser les installations existantes. Mais avant tout, Pierre-Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, mais il est important de prendre en compte l'aspect de l'efficacité énergétique. En effet, ce qu'on doit, notre prochain cheval de bataille, on parlait de GWP, c'est une chose, donc il faut aller inférieur à 150, mais ce qui nous attend, c'est surtout comment garantir la meilleure efficacité énergétique du système pour le client final. Il faut bien évidemment aussi prendre en compte la sécurité des personnes. Donc, on a un ensemble de solutions qui sont disponibles aujourd'hui avec une mise en œuvre simple et efficace. J'ai envie de vous dire, n'attendez plus, allons-y, quoi. Donc maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, il nous reste 8 minutes. Donc, vous avez été nombreux à nous poser des questions pendant ce webinaire.
Donc, nous allons en traiter quelques-unes maintenant. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, donc, le replay de ce webinaire sera disponible semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et les réponses, si nous n'avons pas répondu à l'ensemble des questions, eh bien, nous mettrons en ligne une FAQ sur notre site internet de façon à ce que vous ayez tous reçu vos questions. Alors moi, il y a Émilie et Laurent, donc, qui sont en backup, qui ont bien noté toutes vos questions aujourd'hui, et je les remercie. Je vais adresser une question, je pense, à Pierre-Emmanuel, qui était comment on va gérer les besoins de 448A, 449A vierges? Ah, c'est une très bonne question, effectivement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces solutions-là sont des solutions AGWP à 1386 et 1396, donc ça reste très consommateur de quotas. Donc on va fortement encourager, de toute façon, développer la récupération et la régénération de ces fluides. Et l'objectif est vraiment de pouvoir maintenir les installations existantes avec ces fluides en utilisant des produits régénérés et recyclés. Et surtout, bien éviter de remplacer le 404A dans les installations existantes par du 448, et plutôt là aussi utiliser du 404A régénéré pour maintenir les installations au 404A en service, pour éviter de consommer du quota, et puis développer des installations neuves avec le 455A qui lui est à moins de 150 en GWP et qui nous permettra de travailler nettement plus confortablement. Alors, une autre question, vous mettez en avant les HFO, mais qu'en est-il des PFAS? Le sujet est très très vaste. On peut faire une réponse en 1 minute, en 3 heures. Je pense que je vais opter pour la question, enfin pour la réponse en 1 minute très rapidement. La question de PFAS aujourd'hui, la question de PFAS aujourd'hui est posée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le processus aujourd'hui REACH, c'est un processus qui est en cours. Aujourd'hui, rien n'est décidé. Et dans la famille de PFAS, les HFO sont là uniquement par rapport à leur formule chimique. Les PFAS dont on parle concernent 100 000 molécules et les HFO sont uniquement une molécule parmi ces molécules-là. La vraie question de PFAS aujourd'hui n'est pas sur les fluides frigorigènes, elle est plutôt sur les polymères qui présentent une vraie question à laquelle il va falloir s'opposer. Et ces polymères, ils sont présents dans nos machines frigorifiques aussi, quel que soit le fluide frigorigène utilisé, notamment pour tout ce qui est matériaux d'étanchéité, donc les joints par exemple. Ils sont présents également dans tout ce qui est coating, tout ce qui est traitement des surfaces, des échangeurs, dans les huiles, etc. Donc la question n'est pas encore tranchée. Mais nous, notre position, c'est que les HFO ne devraient pas présenter un risque sur cet aspect PFAS. Donc, on peut répondre un petit peu plus en détail parce que la question elle est pertinente, mais il faut beaucoup de temps pour expliquer et rentrer dans les nuances de ce sujet. Je proposerai de donner un peu plus d'explications par écrit un petit peu plus tard. Une autre question, c'est à quel groupe PED appartient le R454B? Ah, je veux bien la prendre celle-ci. Donc en fait, on parle de la DESP, le 454B, c'est un fluide A2L, donc en fait, il fait partie du groupe 1 dit des fluides dangereux, puisque la DESP n'a que 2 groupes de fluides, pour les fluides groupe 2 non dangereux qui sont les fluides non inflammables, dans lequel on retrouve d'ailleurs le 1234ZE, ça c'est une précision importante, et le groupe des fluides 1 dit dangereux qui sont toutes les autres catégories, donc fluides légèrement inflammables, inflammables et hautement inflammables. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, on aura une différenciation de catégories pour les fluides légèrement inflammables. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. J'ai une autre question aussi. Donc, vous mettez en avant le R455A. Quel inconvénient à ce choix de fluide? Alors, je prends cette question. Alors oui, on met en avant le R455
455A, et pour cause, vous avez vu, parce qu'il présente plusieurs avantages d'abord. L'avantage de l'efficacité énergétique, la simplicité de la mise en œuvre, la fiabilité, tout ce qu'on a présenté dans les exemples précédents. Alors, il y a une question, je ne sais même pas si on peut appeler ça inconvénient, c'est la classification de ce fluide qui est A2L, donc légèrement inflammable. Mais il faut savoir que parmi tous les fluides A2L présents sur le marché, le moins inflammable, entre parenthèses, sur la catégorie A2L, c'est le 455A. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de faire, comme on devrait faire sur tous les fluides normalement, une analyse de risque en bonne et forme, et puis identifier éventuellement s'il y a des risques de sécurité en fonction selon la EN 378, hein, encore une fois, on peut rester 3 heures sur ce sujet-là, mais en fonction de la catégorie d'accès, en fonction de plusieurs paramètres, quels sont les risques et qui sont les barrières de sécurité à mettre pour atténuer le risque. Et vous avez vu que des réalisations existent avec ce fluide-là, et je dirais il n'y a pas de problème particulier. Merci Mohamed. Et une dernière question, donc comment faire valider le dossier réglementaire suivi ESP lors d'un rétrofit de fluide de groupe 2 à un fluide de groupe 1? Ah, je vais la prendre celle-ci. Donc en fait, si on veut faire une reconversion d'un fluide non inflammable à un fluide légèrement inflammable, c'est tout à fait possible. En revanche, effectivement, ça nécessite d'intégrer des contraintes réglementaires dans la DESP. Il faut construire un dossier de requalification de l'ensemble des éléments concernés par la DESP, donc des équipements sous pression, et les faire revalider pour pouvoir travailler avec ce fluide. Donc ça nécessite une étude d'analyse de risque, une étude de requalification des produits concernés, donc les bouteilles, les échangeurs, enfin, tous les organes qui sont concernés par la DESP. C'est possible, ça reste assez compliqué à faire, assez long et assez onéreux, mais dans certains cas, ça peut être intéressant par rapport à un investissement sur une installation neuve. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Eh bien, il est l'heure de nous quitter. On répondra aux autres questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notre site internet au travers d'une FAQ. Très prochainement, donc, notre application mobile F-Gas Solutions sera disponible et vous permettra de pouvoir avoir de manière simple et didactique accès à l'ensemble de cette réglementation F-Gas 3. On vous tiendra bien évidemment informé, et d'ici là, de toute manière, vous recevrez donc le replay de ce webinaire. Encore un grand merci à vous tous pour vous être connectés ce matin, et j'espère que nous avons répondu à vos attentes. Toute l'équipe Climat Live reste à votre disposition si vous avez des questions. Bonne journée, à bientôt, au revoir.